Donc là, je commence par un petit index et c'est ça que je vous suggère aussi de faire, pour vos supports si vous avez plusieurs, sujets à traiter sur un même support. Donc un petit index qui va vous guider directement aux pages, de votre intérêt. Ici, comme je vous ai dit, je pense, mon support, il est fait sur, l'outil Geniali. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est assez répandu, comme création, numérique parce qu'il est très intuitif, il est très simple et ça donne un visuel très propre. Bon, allez, on commence, par où commencer? Bon, on va voir par ici. Par où commencer dans l'organisation de nos supports? On va organiser une séquence autour d'un thème. Donc, la base, quand on veut préparer quelque chose, on sait qu'au départ, on a un thème ou un concept qu'on va s'organiser tout autour. Et on établit des objectifs. Et pour ça, je vous conseille d'écrire tout ce que vous voulez faire. Je sais que vous êtes tous formateurs, donc vous avez peut-être déjà tout le monde a sa propre méthode, j'ai la mienne. Mais je vous invite à essayer de nouvelles méthodes pour voir si vous vous adaptez à ça. En ce moment, j'aurais bien aimé écouter les vôtres aussi, mais je partage les miennes. Donc, on voit quels sont les objectifs d'apprentissage. On va sélectionner les contenus et on va les séparer euh, en étapes, début, développement et conclusion. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure une autre diapo, l'idée des post-it. Les post-it qu'on va séparer par thème, on va séparer par la complexité, qu'il faut qu'on organise nos supports euh, du plus simple au plus complexe. On ne va pas commencer notre support euh, à présenter le contenu le plus difficile parce que ça va couper l'intérêt des apprenants, ça va les décourager. Donc, on présente petit à petit euh, le thème le plus simple au le début, l'introduction, ça sera une façon de les inviter, les encourager à s'intéresser à notre thème, peut-être faire un petit test dès la fin du support le plus simple, de la partie la plus simple. Euh, Peut-être même pas quelque chose d'officiel, on va dire pas noté, juste question, un dialogue avec les apprenants pour les encourager à dire ah ça y est, j'ai bien compris cette partie du support, je passe à l'étape suivante. Et dans le support numérique, on peut faire ça. On peut introduire au milieu du support en temps de quiz, en temps de autotest. Si on fait ça en asynchrone. Si on est en synchrone, on peut faire directement avec les apprenants et discuter avec eux. Mais si on fait en asynchrone, c'est quelque chose qu'ils vont faire de leur côté. Avoir un petit temps de autotest, quelque chose ne sera pas noté, qui va pouvoir les encourager à passer à l'étape supérieure. Aussi, quelque chose je pense qu'il faut que ça soit clair dès le départ, c'est les critères d'évaluation et leur évidence, surtout depuis le début. Donc, si vous avez un support qu'à la fin ou au milieu, comme je disais tout à l'heure, il y aura des moments de test. Si vous dites sur l'index, donc partie 1, 2, autotest, au test, premier test, deuxième test, je ne sais pas comment vous le nommez, mais qu'ils soient au courant, les apprenants, les personnes qui vont ouvrir votre support, qu'ils soient au courant
de la séquence qui va se passer. Comme je vous ai dit aujourd'hui, je vais vous expliquer ça oralement. Il y aura un moment de théorie, un temps de questions-réponses, la pause café, les outils, questions-réponses, et là, je vous libère pour le déjeuner. Donc, ça va aider à rythmer, ça va couper les angoisses de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Et on peut faire ça oralement si on est en synchrone, ou si on est en asynchrone, on a un index qui présente le rythme du support qu'on est en train de présenter. Rapprochez-vous de la réalité de vos apprenants, c'est ça que je vous disais. Pour vous, ça sera plus simple parce que vous connaissez vos classes, donc vous connaissez leur âge, leurs objectifs, leur milieu, parce qu'on va avoir un discours et un langage et un visuel pour la construction des supports visuels différents par rapport au public qu'on a. Si on travaille avec des adolescents, je pense que ce n'est pas votre cas. Si vous travaillez avec des enfants ou si vous travaillez avec des adolescents ou des adultes en reconversion, c'est des types de supports visuellement un peu différents. On peut faire quelque chose de plus général. Aujourd'hui, je ne connaissais pas votre âge, vos organismes, mais je savais que j'allais travailler avec des adultes. Donc, j'ai essayé de faire un visuel en même temps coloré et chaleureux, animé, pas trop sobre, pas trop strict, parce qu'on va parler justement de garder l'intérêt, une bonne humeur, une bonne ambiance, même dans le support. C'est ça qu'on verra tout à l'heure. Et l'utilisation du texte, c'est important aussi de garder un texte, si on peut dire, plaisant, chaleureux, même quand on est dans un support de cours. Et encouragez vos apprenants à résoudre, investiguer, réfléchir et créer. C'est ça. Il faut qu'on encourage les personnes qui vont regarder notre support visuel à chercher des informations supplémentaires on peut un peu cacher à l'intérieur de nos supports. Et, on a sur Geniali, je vais vous montrer ça parce que sur cette page, il n'y en aura pas trop. Et si vous regardez tout en haut à droite de ma page, il y a un petit doigt comme ça. Si je clique sur ça, elle va me montrer où sont les boutons à cliquer. Là, il y a juste le bouton pour aller à la page d'accueil, mais tout à l'heure, je vais vous montrer comment instiguer, on peut chercher à l'intérieur d'un document, chercher des informations supplémentaires. Et éviter les distractions. Sur les supports visuels, c'est très tentant d'ajouter beaucoup de choses en même temps. Et c'est très tentant quand on a un outil, par exemple, comme Geniali, d'ajouter beaucoup d'animation. Donc là, vous voyez, j'ai mis l'animation, le petit haut-parleur ici en bas à gauche, mais j'aurais pu faire le monsieur danser, faire tout ça tourner 1000 fois. Qui n'a déjà pas vu les animations, le PowerPoint, qui ont tout qui déroule, qui se roule, qui font un peu n'importe quoi, on ne sait pas où on regarde. Une fois qu'on a devant et on ne sait pas où on va regarder, qu'est-ce qu'il faut lire. Donc, on va éviter les distractions. On va essayer aussi, et c'est quelque chose d'important, de garder une certaine une ligne visuelle. Donc, vous allez vous tenir à 2 ou 3 polices pour faire votre support. Une police là, dans ce cas, dans mon cas, j'ai une police
pour le titre, une police pour le texte. Les couleurs, elles vont se répéter au fur et à mesure. Vous allez voir le support. Il y en a, c'est un support assez coloré, j'avoue, mais vous n'allez pas voir toutes les couleurs utilisées n'importe comment. Elles vont revenir au fur et à mesure, les mêmes couleurs. Peut-être vous devez utiliser les couleurs de vos organismes, euh, sûrement, peut-être, vous devez utiliser le logo aussi de, 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 de vos organismes. Donc, vous allez avoir ici, pour moi, Mima, c'est une boîte très moderne, très dynamique. Notre logo, c'est le petit pulpe et il est utilisé de plusieurs façons. Donc, je peux revenir ici vous montrer. Au départ, vous avez le même logo qui est utilisé il est utilisé de plusieurs façons. Bon, moi, je peux jouer de plusieurs façons avec le même logo. Mais je ne sais pas si dans toutes les boîtes, on a la possibilité d'utiliser tout ça. Je vais juste accompagner avec ma tablette. Bon. On va parler maintenant des étapes de création. Et en fait, comme je vous disais, juste la présentation de ce Geniali, c'est déjà une suggestion de comment utiliser, euh, la mise en page, l'organisation, l'espace visuel et les animations pour, pour une présentation de support. Donc là, je vous disais tout à l'heure, l'idée de diviser vos idées en groupes, donc début, développement et conclusion. Vous pouvez utiliser l'idée des post-it. Donc là, vous allez organiser la séquence autour d'un thème ou d'un concept. Vous avez toutes les images, toutes les idées qui sont désorganisées. Vous pouvez, si vous écrivez vos supports sur Word, par exemple, vous pouvez utiliser par des groupes de couleurs. Donc, sur ce thème-là, sur cette partie, sur ces sous-thèmes, on peut utiliser le bleu, et après le vert, et après le rouge pour organiser. Et après, vous allez le prioriser. C'est ça mon prochain slide. Une fois que vous avez les thèmes, il faut prioriser les objectifs d'apprentissage. Vous connaissez l'objectif, donc plutôt on va travailler sur le thème le plus important, on va le donner plus d'importance, on va en parler plus. Si c'est synchrone, on va pas dépenser plus de temps, passer plus de temps à parler avec les apprenants et à discuter, poser des questions, faire des allers-retours de questions pour les instiguer, pour les inciter à aller plus sur ce thème-là. Ici, c'est sur un support dynamique visuel. On va recentrer plutôt sur ce thème et on va laisser le deuxième, troisième thème un peu plus en écart. On peut avoir bien évidemment plusieurs objectifs d'apprentissage sur le même support, mais je vous conseille de ne pas non plus faire un support énorme pour présenter plusieurs thèmes. Organisez plutôt des tranches d'objectifs. Donc, si vous voulez parler, je ne sais pas, d'un sujet spécifique, utilisez un support pour ça. Et une fois, je pense que vous imaginez déjà, ah, mais je vais perdre trop de temps à faire ça. Une fois que vous avez trouvé votre base des couleurs, des polices, de formats de base, votre identité visuelle, une fois que vous avez ça, ça sera plus simple de refaire après. Vous allez
plus à avoir à réfléchir sur police, sur couleur, où est-ce que je vais à mettre le logo ou les titres, la taille de titre. Là, vous allez voir sur mon support, le titre, il est toujours à la même taille, au même endroit. Le logo, il est toujours au même endroit. Le fond de la page, il va changer. Il y a du bleu, il y a du rose, il y a du vert, il y a du blanc. Et les titres, et ça change en fonction de la lisibilité de la police. Mais sinon, je peux reproduire d'autres supports à partir de celui-là. Donc, je fais, pour une prochaine formation, je peux réutiliser cette base et ça ira beaucoup plus vite. Donc, j'avoue que oui, il faut dépenser un peu de temps au départ pour, pour organiser votre identité visuelle. Peut-être déjà votre organisme, il y a une identité visuelle, il va avoir une police qu'il va vous suggérer pour faire le support. Il y aura les couleurs à utiliser pour faire le support de cet organisme. Et donc, même ça, vous n'allez pas trop à créer ou à chercher. Bon, on va commencer sur les trucs un peu plus pratiques. On va parler des textes. Le texte dans les présentations visuelles, on va dire qu'il doit être bref, il doit être lisible, il doit être logique, et il doit être aussi clair, universel et, comme je disais tout à l'heure, il doit être plaisant. Donc, le texte bref, les présentations visuelles, elles sont là soit pour attirer l'attention sur les thèmes, pour vous laisser la place pour parler si vous êtes en synchrone. Donc, nous sommes là, comme je suis avec vous, et je vous présente. J'ai un support qui sera le fil rouge de notre présentation, mais je suis là à côté pour parler aussi de tout ce qui est dans le support, pour ajouter un peu. Et comme vous serez probablement un groupe un peu plus petit, vous allez pouvoir discuter, demander l'avis des personnes pour voir un peu, voir leurs pratiques. Bon, dans votre cas, c'est voir leurs pratiques parce que vous êtes des formateurs aussi, mais pour discuter un peu de sujets qui sont intéressants pour vos apprenants. Donc, quand on dit que le texte, il doit être bref, on dit ça parce que un texte long, il augmente la charge cognitive et il rend la communication plus difficile. On a tous déjà eu la flemme quand on clique sur quelque chose, on va un pavé de texte et ça va nous décourager de tout lire. Et on comprend qu'aujourd'hui, avec Internet, avec la facilité et la diminution des textes, il y a moins de textes à lire, les personnes regardent, et c'est ça, il y a des études sur ça. Avant, donc on regardait des films, de longues vidéos. Maintenant, on fait des études sur l'utilisation même de TikTok. Parce que TikTok, c'est des vidéos très courtes et les gens, ils ont l'impression que quelque chose de plus long, c'est pas intéressant. Donc, notre but, c'est d'essayer de faire les gens s'intéresser un peu plus et les lire, lire ce qu'on propose. Et pour ça, il faut essayer d'organiser. Donc, on va essayer de passer notre message avec un texte bref. Si on a besoin d'écrire plus, il faut le faire de façon plus intéressante. Donc là, on parle du lisible. Donc, il faut choisir une police lisible et utiliser une police contrastante pour attirer l'attention sur des mots spécifiques. Donc, on ne va pas s'amuser à choisir de polices farfelues. On ne va pas faire des polices difficiles,
Donc, il faut que les gens les arrivent à lire pour que ça ne les décourage pas. C'est notre intérêt, c'est dans notre intérêt que les apprenants, ils comprennent ce qu'on a à dire, que le message, il passe. Donc, à nous d'essayer de faire passer ce message d'une façon claire. Si on veut attirer l'attention, c'est ça qui s'est marqué, une police contrastante. On peut changer un peu la police, on peut aussi changer la couleur, le format, la taille, on va voir ça un peu plus loin, mais utiliser toujours des polices lisibles et utiliser le contraste entre le fond et la police. Comme on a ici, on a un fond clair, par exemple de vert, et le texte beaucoup plus foncé. Ça va créer un grand contraste. Ça sera facile à lire. Donc, généralement, quand j'utilise le fond clair, j'utilise une police foncée. C'est le basique, le papier blanc avec la police noire, c'est le plus basique de tous. Mais si vous voulez faire quelque chose de plus fantaisie, faites le test, et on va faire un petit test tout à l'heure, avec les couleurs de police et du fond de l'écran pour que ça ne rende pas difficile à lire. Parfois, je vais vous en parler quand il y aura sur mon support une police claire sur un fond clair. On peut utiliser aussi un ombrage, un ombre derrière la police pour faire ressortir un peu notre message. Donc, aussi pour le texte, il faut qu'il soit logique. Il faut qu'il y ait les personnes qui sont en train de voir notre support, qu'ils sentent qu'il y a une suite dans ce qu'on parle, une continuité. Donc, il faut qu'une continuité logique soit présente tout au long des pages ou sections de votre création. Une progression doit être présente dans une narrative compréhensible. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure, comme il y avait le petit podium avec les petits thèmes, donc il faut que les personnes qui vont avoir accès à votre support, ils sachent les objectifs, l'objectif principal, le thème principal, les sous-thèmes. Il faut que ça soit présenté d'une façon logique. Essayez de parler d'un thème du début à la fin, parler dans notre thème du début à la fin. Et à l'intérieur, avant la conclusion. Donc, vous avez le début qui vous parlez, vous présentez un peu les thèmes qui seront présentés. Après, vous le traitez dans le détail et à la fin, vous faites une conclusion. Mais quand vous allez le traiter dans le détail, ne faites pas trop d'aller-retour entre le thème 1, le thème 2, le thème 3, le thème 2, le thème 3. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de traiter d'une façon logique et d'une façon concise chaque thème que vous allez utiliser, que vous allez proposer. Pardon. Donc, les textes aussi, ils doivent être clairs. Donc, sans répétition, sans redondance ou ambiguïté. Donc, ça revient un peu au bref, parce qu'avec le bref et clair, ils sont complémentaires. Il faut qu'ils ne soient pas très longs et il faut qu'ils ne soient pas répétitifs. Il faut qu'ils passent le message parce que une fois sur le support, hein, c'est ce que je dis, parce que je sais qu'il faut répéter quelques fois pour qu'une information elle soit fixée dans le cerveau, mais sur notre support, on ne va pas le répéter plusieurs fois. On ne va pas faire dire de plusieurs manières la même chose. Mais si vous faites ça, faites-le de manière consciente. Okay? Il y a des règles et les règles aussi peuvent être cassées, brisées. Mais si vous le faites, faites-le de manière consciente. Si vous faites des répétitions, c'est parce que vous croyez que le thème est important et que vous avez des apprenants si vous parlez d'une façon, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre. Et si vous le répétez d'une autre façon,
et ils vont le comprendre mieux. Donc, faites cela, la répétition de manière consciente et sans ambiguïté, et ça va de soi. Universel. Sauf dans des cas spécifiques, n'utilisez pas des jargons, des mots techniques ou des mots étrangers ou non traduits sur vos supports. Pas tout le monde comprend des mots techniques, sauf si vous êtes dans un cours où il y a des mots techniques qui font partie du quotidien de vos apprenants. Là, bien évidemment. Mais si vous êtes dans un cours, je ne sais pas, de français et vous partez dans un niveau plus haut que ce que vos apprenants sont en cours d'apprendre là en ce moment, vous risquez de le perdre, de le décourager et qu'ils se disent non, ça, c'est pas pour moi et donc ça m'intéresse pas. Et c'est trop facile de cliquer sur la petite fenêtre, de fermer et de passer à autre chose. Un autre truc, c'est l'humour. Et peut-être que vous allez, ici sur Geniali, on a beaucoup de GIFs, par exemple, qu'on peut ajouter. Euh, et je ne sais pas si vous avez déjà vu des GIFs, par exemple, d'une série télé, peut-être très répandue, mais si d'autres personnes, ils n'ont pas accès, ils n'ont pas vu, ou d'un film, ou une réplique d'un film euh, que vous n'êtes pas sûr que tout le monde connaît, n'ajoutez pas ça sur vos supports, sauf si vous allez faire le support en synchrone. Et là, vous pouvez, ah, vous connaissez cette réplique du film, ou vous connaissez ces films-là qui a cette situation, qui a un rapport avec notre support. Là, oui, mais pensez que les gens ne veulent pas, quand ils lisent quelque chose, se sentir exclus d'univers ou du cours ou de sujet de conversation. Donc, il faut garder une bonne ambiance. Ça, on va partir au plaisant aussi. Il faut garder que tout le monde se sent partie de ce cours et que le support qu'on le présente, le support visuel, cette présentation, et qu'eux, ils soient bien le public cible. Pour le plaisant, j'ai dit utiliser un ton positif, amical, plaisant. Donc, comme ça, vous allez retenir l'attention du public. Si vous utilisez des jargons techniques, vous avez un support sombre, un support sans aucune animation, difficile à lire, pas logique, on ne comprend pas trop bien où le support, ce qu'il veut nous raconter, on va sûrement perdre nos apprenants. Donc, on essaie de garder pas un ton informel parce que peut-être pas tous les univers, je suis sûre que dans plusieurs cas, on peut garder un ton informel sur nos supports. Aujourd'hui, votre support, il est très informel, il est très joyeux, vif, clair. Peut-être pour d'autres thèmes, ça ne sera pas le cas. Moi, j'ai fait une formation et un support avec un, un organisme de santé qui traite des thèmes assez difficiles, comme les difficultés des personnes âgées dans leur quotidien, mais on arrive quand même à faire un support assez léger qui ne va pas focaliser sur le malheur, sur la tristesse. On focalise sur les points positifs, comment on peut euh, trouver des solutions, comment on peut aider ces personnes
qui sont dans un cas difficile. Donc, on essaie de garder une positivité, un ton amical, un ton que les personnes, elles seront à l'aise pour venir discuter et poser des questions euh, aussi après la formation ou qui ne sentent pas qui le formateur ou la personne qui a produit euh, le support, il soit fermé à des questions ou à un dialogue après. On va parler maintenant de l'iconographie. C'est les boutons qu'on utilise. Si vous voyez tous ces boutons que j'ai ajoutés là, je pense que vous le connaissez. Si on clique sur la petite maisonnette, c'est généralement la page d'accueil. Ici, c'est le bouton pour télécharger, les boutons pour envoyer un mail, le bouton de like, on a aimé quelque chose, qu'on a de la musique, revenir en page arrière, cliquer. Donc, ces boutons, ils sont universels. Donc, pour les présentations visuelles, ils sont très importants parce que là, on n'aura pas besoin d'écrire. Et une image, elle est retenue et elle est comprise si on a l'utilisation de la bonne image, du bon bouton. Elle est comprise beaucoup plus vite et elle ne marque plus qu'un mot. Et en plus, c'est universel. Donc là, ce que je marquais, c'est que nous comprenons parfaitement cela, ce que cela signifie et à quoi nous attendons lorsque nous cliquons sur chacun des boutons. Donc, pensez à utiliser des boutons. Par exemple, si vous avez une vidéo, vous avez le petit bouton le triangle qu'on va donner play pour pouvoir accéder à une vidéo. Donc, vous pouvez utiliser sur un tas de choses les boutons, les symboles. Et les symboles, c'est des choses qui vont enrichir ce qu'on est en train de présenter, comme dans là. Là, j'ai utilisé des symboles. Donc, bref, j'ai utilisé le sablier pour parler du temps, le lisible pour compréhensible, la logique, les puzzles. Donc, vous voyez, vous pouvez chercher des, des icônes, des petites images comme ça pour enrichir vos supports, pour parler, pour renforcer un message sans avoir à dire deux fois la même chose. Et donc là, c'était la petite utilisation pratique des boutons. Et autre chose qui est intéressante, qui est une caractéristique de l'iconographie, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être traduite et elle nous économise des mots. Et ça nous permet d'avoir une idée que les personnes elles se reconnaissent directement sur ces boutons, sur ces symboles. Et cette combinaison d'icônes, ça améliore l'appel à l'action. Qu'est-ce que est l'appel à l'action? L'appel à l'action, c'est le clic. Donc là, par exemple, sur cette page-là, j'ai juste les petits, les icônes. Et là, j'ai en haut à gauche, j'ai mon appel à l'action, c'est pour aller à la page d'accueil. Je peux cliquer et aller revenir à la page d'accueil. Voilà, je reviens ici, nous sommes dans l'iconographie. Et je viens. Oh là là, le lien ne fonctionne pas. Donc, quelque chose à voir après. Je vais devoir faire page par page jusqu'à l'iconographie. Et donc, ça aide, ça économise les mots. Donc, ça nous intéresse parce que ce qu'on veut dans les présentations visuelles, c'est utiliser le moins de mots possible et plus de visuels qui qui nous transmettent nos messages et qui nous fassent passer à l'action. On va parler un petit peu de l'hiérarchie visuelle.
Donc, c'est utilisé pour influencer l'ordre dans lequel l'utilisateur visualise le contenu. Alors que vous travaillez sur le contenu numérique, suivre des directives basées sur la conception UX, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, vous aidera à transmettre votre message plus efficacement. Donc, l'hiérarchie visuelle. Là, quand je vous ai montré cette page, vous savez exactement où vous allez commencer à lire, dans quel ordre vous allez lire chaque chose que je vous présente. Parce que moi, je fais l'animation arriver d'abord avec le cercle rose, qui a le petit message. Et même si je n'avais pas fini de lire ce qui était sur le cercle rose et le cercle bleu, il est arrivé, je sais que ça sera la deuxième chose à lire. Donc, c'est moi et ça sera vous quand vous allez produire vos propres supports. C'est à vous d'organiser un peu, de guider le regard de l'expérience visuelle, l'expérience de vos supports. Donc, soit nous, dans le monde occidental, on lit de la gauche vers la droite. Donc, si on veut que les personnes commencent à lire une information, on va commencer plutôt de la gauche vers la droite. Sinon, si on veut commencer de la droite vers la gauche, on va utiliser les animations. Donc, d'abord, l'information disponible à être lue, ça sera celle sur la droite, et après, on viendra sur la gauche. Une fois que tout sera sur l'écran, comme là, pour mon support, et vous allez avoir la direction qui est quand même indiquée parce qu'il y en a la fléchette qui va d'un côté à l'autre, et c'est notre façon de lire naturelle de gauche à droite. Et la conception UX, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. En fait, c'est une façon de faire l'expérience utilisateur. UX, c'est User Experience, l'expérience utilisateur. Donc, c'est ça c'est des façons de faire pour des environnements numériques ou physiques ou du présentiel pour améliorer l'expérience de l'utilisateur en utilisant nos supports, nos cours. Donc, on va utiliser quelques recours pour améliorer l'expérience de nos utilisateurs, de nos apprenants. Donc, ça va déjà du texte bref, du texte plaisant, mais il y aura aussi plein de critères à regarder. Je sais que peut-être, je vais passer déjà à la prochaine diapo. Peut-être pour vous, vous trouvez, ah, c'est trop compliqué tout ça, mais une fois, en fait, il y a beaucoup de choses qui, c'est juste du bon sens et qui vous le pratiquez déjà, je ne suis certaine, je suis persuadée. C'est juste qu'ils, les principes du design UX, ils vont théoriser un peu, c'est qui plusieurs personnes le font déjà, mais c'est juste pour on se dise, ah oui, c'est vrai que je devrais utiliser ça à la place de ça pour pouvoir améliorer un peu la navigation, pour pouvoir améliorer l'expérience de mes utilisateurs. Donc, je vais vous parler de ça. On va commencer par l'échelle. Donc, on va voir quelques principes. Échelle, couleur, perspective, la mise en page, la navigation, la symétrie, la proximité, le mouvement. Et vous voyez que j'ai utilisé des petites images, des petites icônes sur le côté pour renforcer un peu ou pour illustrer un peu le texte qui je présente. Vous voyez, j'ai mis une petite animation sur chacun de ces boutons. Il y aura quelque chose à cliquer. Ah, c'est ça que je voulais vous parler tout à l'heure. Et là, vous voyez ça, vous n'êtes pas au courant qu'il y a encore du texte à lire à l'intérieur de chacun de ces boutons.
parce qu'il n'y a rien que le dit. Sur Geniali, qui c'est ce support que j'utilise, nous avons ici en haut à droite le petit doigt avec en pointe comme ça. Si on clique sur ce petit doigt, il va nous montrer sur l'écran où est-ce qu'il y a des informations supplémentaires, des choses à cliquer, soit un bouton pour aller sur notre page, soit une fenêtre qui va s'ouvrir avec plus d'informations. Donc, sur Geniali, pensez toujours à regarder en haut à droite s'il y a le petit doigt pour voir si on peut avoir encore des informations supplémentaires. Donc, on va regarder le principe de taille et échelle. Donc, c'est un principe de base. Le plus gros qui est sur l'écran va attirer notre regard et on va le lire en premier. Donc, la taille d'un élément peut nous faire focaliser sur ce point. Elle doit être, comme je disais, tout doit être intentionnel et équilibré. Sinon, les autres éléments perdent leur importance. Si on veut avoir juste un élément principal, et autre chose, ne vous inquiétez pas de faire plusieurs diapos sur le même thème. C'est mieux d'avoir un diapo avec une phrase, une information importante en gros sur l'écran, et cette information, elle va être plus retenue, qu'elle soit perdue au milieu d'une page avec plusieurs informations. Donc l'échelle, la taille, elle va compter pour marquer les gens. Et donc sur notre espace, ne vous inquiétez pas de faire une page avec une phrase, une page avec une image pour garder, pour attirer bien l'attention. C'est pas grave d'avoir plusieurs pages dans une présentation visuelle et ça va pas fatiguer les gens. Ne faites pas un mot par page non plus. Vous avez compris, je compte sur votre expérience de formateur. Mais si vous voulez vraiment attirer l'attention pour quelque chose, pensez plutôt à faire une page, une belle image avec du contraste pour le texte. On va voir ça tout à l'heure. Mais la taille, elle va attirer l'attention pour les choses importantes. Et aussi l'espace vide. L'espace vide, il joue un rôle important dans toute création. Donc, ne vous inquiétez pas de laisser un peu d'espace vide. Moi, ici, j'aurais pu utiliser, il prend déjà beaucoup d'espace dans la page, mais vous voyez, il y a un peu de marge tout autour. On n'a pas besoin d'utiliser chaque recoin de notre écran. Donc, laissez un peu de l'espace pour que la page elle puisse respirer un peu. Okay. La couleur. Là, c'est le basique, qui généralement, c'est ça que je vous disais, il n'y a pas besoin de la théorie, c'est un peu du bon sens. On utilise la couleur et le contraste pour faire ressortir les objets. Et il utilise la couleur aussi sur le bouton et appel à l'action tels que les éléments interactifs. Par exemple, on a un bouton qu'on on veut attirer l'attention, peut-être c'est une vidéo ou une information supplémentaire. On fait ces boutons d'une couleur vive, d'une couleur dans nos listes de couleurs qu'on va utiliser dans notre support, mais d'une couleur qui va attirer l'œil pour qu'on puisse directement aller sur cet objet pour faire l'appel à l'action, comme on disait. Et la couleur, elle va avec le mouvement. Je vais parler du mouvement directement. Le mouvement, c'est la chose qui va, c'est le capteur d'attention. C'est pas le mot que je voulais utiliser. Il est le plus grand capteur d'attention dans un contenu. Vous avez une page, tout est immobile. S'il y a quelque chose qui bouge, vous allez regarder la chose qui bouge. Donc, c'est un bouton, c'est une image, elle a fait une animation pour rentrer. Notre œil va naturellement aller sur cette animation, sur ce bouton qui va un peu cliquer, clignoter, et il va nous inviter à cliquer. Mais
comme je vous avais parlé aussi, on doit éviter les distractions. Il ne faut pas que tout bouge tout le temps. OK? Donc, on va ajouter de l'intention sur les objets qu'on va ajouter du mouvement, ajouter une interactivité. L'attention de l'expectateur. Donc, on va définir avant d'ajouter l'animation du mouvement sur cet objet qui a déjà une couleur qui attire l'œil pour faire un appel à l'action. Sur quoi on doit porter l'attention lorsque l'animation se produit? Si on a plusieurs éléments, on va choisir quel objet on veut mettre en avant pour qu'il attire notre clic, qu'il attire le regard de l'apprenant. Une information, quelque chose qui tourne pour faire, peut-être on a un texte et on a un résumé du texte sur le côté, peut-être une roue qui tourne, une fléchette qui clignote, qui montre, il faut un résumé. Retenez ça. De tout ça, de texte, retenez plutôt cette information plus importante. L'objectif de l'animation. On peut attirer l'attention de personnes pour susciter un comportement avant que les personnes cliquent, montrer la continuité ou la transition quand elles cliquent, ou sinon, parce qu'on peut avoir ajouté de mouvement lorsque la personne clique sur l'objet, sinon, montrer la relation entre les objets, se déplacer d'un point d'attention à un autre, comme j'ai fait pour la petite fléchette tout à l'heure. Donc, j'avais un cercle, une petite animation pour amener l'œil de spectateur à l'étape suivante. La fréquence de l'animation. Comme on disait, éviter les distractions parce que la fréquence du mouvement, elle peut contribuer, mais elle peut aussi saturer une composition. Vous savez, les pages qui sont très chargées, ça, aujourd'hui, ça se fait moins. Mais plus au début d'Internet, il y a plusieurs années, il y avait des pages qui étaient hyper chargées, il y avait du son. Dès qu'on cliquait, il y avait le son, une musique, les choses qui clignotaient, la purpurine, le glitter qui était dans tous les sens, des animations, des petits gifs de partout. Ça sature l'attention. La charge cognitive, elle explose et on n'a plus envie de regarder ça. Et aussi, on va ajouter l'animation, mais il faut réfléchir aussi à la mécanique de l'animation. Soit elle est provoquée, c'est-à-dire on va cliquer et ça va débloquer quelque chose. Ça sera la page suivante, je vais vous montrer l'animation provoquée. Ou sinon, elle est automatique, le chargement de la page. C'est ça qu'on a à présent. Vous n'avez pas, moi, j'ai pas cliqué sur quelque chose et l'animation, elle continue là, les petites animations des objets qui sont aux côtés des mots. Je vais faire ça, je vais juste regarder l'heure. Ça fait un peu plus, ouais, ça fait 1 heure, un peu moins d'1 heure que je parle. J'ai encore 3 ou 4 diapos et on va passer aux questions-réponses. Donc, restez avec moi et on va juste finir de voir ces principes. C'est la partie la plus lourde et on va passer à 2 exercices. Je vais vous montrer. Mise en page. On facilite la lecture rapide avec le texte, avec la mise en page. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Le bloc de texte, il va me décourager. Mais si on divise le texte, si on utilise des listes, si on attire l'attention on met des mots en gras, en souligné, on change de couleur, on fait titre, sous-titre, on va diviser le texte, on va encourager des personnes à lire des petits bouts de texte, donc un bout et plus un petit bout. À la fin, les personnes auront tout lu et elles seront plus encouragées à lire
par petit paragraphe ou par petite phrase qui lire un texte direct du début à la fin. La navigation. L'interactivité, elle permet à les spectateurs de choisir son propre chemin. Cela leur permet de revenir en arrière, de revoir le contenu s'ils souhaitent ou d'avancer à leur guise. Bien qu'elles puissent sembler être des décisions indépendantes, il est vrai que certaines directives génèrent des actions attendues, une expérience positive. Bon, ici, on a un exemple sur cette page même de navigation un peu libre. Sur mon support, vous avez les petites fléchettes à gauche et à droite. Vous pouvez naviguer à l'intérieur du support. Vous pouvez revenir en arrière pour revoir quelque chose que vous avez déjà vu et que vous voulez revoir pour n'importe quelle raison. Et aussi, j'ai ici, j'ai laissé libre l'ordre des principes du design. Pour que vous cliquiez, vous pouvez commencer par la symétrie, aller en perspective, mouvement, couleur. Il n'y a pas d'ordre fixe parce que là, je n'ai pas mis une échelle d'importance. Donc, tous ces mots, ils sont à la même échelle d'importance pour cette page. Donc, il y a une navigation libre. J'ai choisi que cette page soit à cet endroit-là, mais je n'ai pas choisi l'ordre que les personnes vont le lire. Généralement, les personnes elles vont lire dans l'ordre, soit échelle navigation couleur symétrie, soit échelle couleur perspective. Donc ça, il n'y a pas d'importance dans notre cas. Et ça laisse un peu une liberté, une légèreté dans le support pour que les gens ne soient pas cliqués ici, aller là. Donc ils se sentent un peu plus à l'aise de pouvoir bouger à l'intérieur du support. Même si nous, la personne qui va créer le support, les personnes qui vont créer le support, nous, on a réfléchi à une certaine séquence des pages. La symétrie. Les éléments symétriques transmettent l'équilibre et l'ordre, ils sont faciles à interpréter. Le point focal sera directement au centre. Vous comprendrez donc le récit du centre vers les bords. Donc, symétrie. Dans ce cas aussi, c'est un bon exemple de symétrie parce qu'on a des deux côtés. Chaque côté, il y a 4 mots. De chaque côté, il y a 4 petites images. Elles bougent. Ce qui bouge d'un côté bouge de l'autre. Ce qui ne bouge pas, rien ne bouge là. On a un équilibre de couleurs. J'ai utilisé autant de bleu d'un côté que j'ai utilisé de l'autre côté. Donc ça fait un peu l'équilibre et ça proportionne une ambiance agréable à l'utilisateur. Si par contre, moi, je voulais attirer l'œil spécifique, par exemple, pour un des boutons, peut-être pour le mouvement, j'aurais fait un mouvement sur le mouvement, une action sur le bouton du mouvement différente pour pouvoir, où j'allais peut-être mettre une couleur différente ou un contour pour attirer l'œil à ces boutons spécifiques. Là, vous voyez, vous avez la liberté de naviguer comme vous voulez. Sur cette page-là, il n'y a pas d'ordre spécifique. Vous allez pouvoir naviguer comme bon vous semble. Et la page suivante, c'est un petit exercice, en fait, juste pour vous montrer un peu ce que je disais tout à l'heure, d'utilisation du contour, des couleurs, de la différence de couleur entre le fond et les lettres. Et là, la tâche, c'est d'avoir une photo en fond avec un mot et le petit bouton qui peut être aussi une boîte de dialogue pour qu'on puisse taper notre nom, qu'on puisse faire quelque chose. J'ai choisi la photo aléatoire, j'ai juste mis Paris et un petit bouton blanc.
Et la photo, le ciel, il est assez clair, heu et là, l'image, elle est très nette. Elle est très belle, elle est très lumineuse et là, on va plus avoir, la tendance à regarder l'image et pas, regarder, Paris, qui a quelque chose qui nous demande à compléter, à rentrer notre nom ou rentrer quelque chose, sur cette image-là, sur cette boîte de dialogue. Ce qu'on peut faire et juste petite parenthèse et là, vous voyez de l'autre côté, c'est un appel à l'action. Donc vous avez, la petite flèche qui tremble là, qui ne demande qu'une chose, c'est qu'on clique, sur cette petite flèche. Donc tu vas cliquer sur la flèche, on va voir ce qu'elle nous montre. Donc ça nous montre un peu la résolution du problème et pour qu'on puisse voir mieux, je ne sais pas si vous voyez, regardez, d'un côté et de l'autre, on arrive à mieux lire, et le but de cette interactivité, c'est de voir le mot et de voir l'endroit où on va compléter, on va insérer nos informations. On sait qu'est-ce qu'on a fait. On a flouté l'image de derrière. Soit on peut la flouter, soit on peut mettre un petit filtre blanc avec une transparence. Je vais vous montrer ça sur le prochain slide. Et on va ajouter le texte, on aurait pu le mettre, par exemple, en noir. Ça va faire un grand contraste avec le ciel clair. Mais ici, j'ai voulu garder une certaine légèreté, élégance, pour pas faire trop lourd avec le texte en noir. Donc, j'ai choisi de garder le blanc. Mais j'ai mis une petite ombre derrière la police pour que ça ressorte un peu. Donc, j'ai assombri l'image, j'ai flouté un peu l'image et j'ai fait ressortir le bouton. Donc là, c'est un petit usage de contraste. Et là, comme vous voyez, sur la gauche, il y a le cercle rose, donc une couleur plus claire, avec le texte foncé, et à droite, en bleu foncé, avec le texte en blanc. Si je mettais le texte blanc sur le rose, c'est lisible. Comme vous voyez en haut à gauche, vous voyez la petite maisonnette pour la page d'accueil, mais c'est très léger. Je ne voulais pas que ce soit un bouton hyper qui attire l'œil tout le temps, donc je le gardais un peu discret. Ça reste un peu discret, c'est lisible. On peut ajouter un petit ombrage? Oui. Dans ce cas-là, j'ai déjà fait le test, ça ne ressort pas bien, donc j'ai choisi de garder texte foncé et le fond clair. Voilà. Donc, un dernier petit exemple d'usage pratique avant qu'on passe aux questions-réponses. Là, j'ai fait un support. Ce support, il est interactif. Et donc, quand vous allez la voir, vous allez pouvoir faire la même chose que je vais faire maintenant. Donc, ces mots-là, tous ces objets, ces animations, elles bougent. Là, les photos, elles ne bougent pas. Mais là, j'aimerais voir avec vous. Malheureusement, on n'a pas l'interactivité pour que vous me disiez, ah, où est-ce qu'on ajoute ça ou ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu. On va ici en haut à gauche. Le noir et blanc, c'est très simple d'ajouter des touches de couleurs parce que tout va. Regardez, si vous voyez le bleu, il est un peu trop foncé, j'aurais mis un bleu un peu plus clair. Et si on met là, il va se perdre au milieu des filles. Si on met dans la mer, si on change un peu, si on le met un peu plus foncé, ça va, mais ça se perd, vous voyez, au milieu des images. Donc, il faut réfléchir quand vous
vous avez des images, des couleurs. Comment vous pouvez utiliser le mieux les couleurs avec les couleurs que vous avez déjà sur les photos, la couleur de la police, la taille aussi. Par contre, là, on ne peut pas changer sur ce support, on ne peut pas changer la taille pour le modifier, c'est juste le placer. Et là, le blanc aussi, vous voyez, j'ai mis un petit ombrage derrière. S'il n'y avait pas l'ombre, il serait complètement perdu. Et le blanc, il va bien sur plusieurs endroits. Là, je pense que la photo la plus difficile, c'est celle des filles qui ont, pour caler un peu des couleurs qui vont avec les photos, pour faire quelque chose de visuel. Parce que parfois, sur vos supports, vous allez mettre une grande photo sur sur tout le diaporama, sur toute la partie du support, et vous allez vouloir ajouter un texte. Et que faire? Ce que je suggère, c'est de faire des tests. J'ai fait plusieurs tests et ce que je trouvais, je dis que le jaune, c'est très pétant. Vous allez voir, j'ai un peu la suggestion finale. Et ce que j'ai fait, mais ici je ne peux pas le faire, j'ai utilisé les lignes de la photo. Donc le relot, il va être un peu elle va suivre les lignes du parking. Vous pouvez ajouter des, des, des objets d'animation. Et là, ça peut être un appel à l'action. Vous pouvez ajouter un bouton. Ici, ce que j'avais fait, c'était ça. Mais j'ai ajouté en noir sur la réseau sur la diapo suivante. Je l'ai mis en noir, la petite loupe, pour voir peut-être plus d'informations. Ça a l'air un peu d'un escape game, un mystère, quelque chose à résoudre. Donc, si on va chercher des informations, on peut cliquer sur la loupe pour avoir plus d'informations. Et celui-là, le rose, j'avais choisi pour le mettre ici sur la photo en Grèce parce qu'il dialogue avec les fleurs. C'est les non, pas flamboyant, bougainville. Je pensais bougainville, ces fleurs-là. Et donc, on peut choisir un petit détail de couleur pour l'exagérer, pour faire le dialogue, pour faire un équilibre. Là, vous voyez, c'est une belle photo parce qu'on a l'équilibre du bleu, de la mer, du ciel et des montagnes avec la moitié d'en bas et avec les constructions. Moi, ma formation, je suis artiste peintre, je fais les beaux-arts aussi, c'est une de mes formations. Et donc, moi, je suis très visuelle et j'aime bien cet équilibre et jouer. Et je pense que c'est très parlant. Et c'est pas juste joli. Notre but, c'est pas de faire joli, c'est de communiquer nos thèmes. C'est communiquer ce qu'on a à se dire. Et si on fait ça d'une façon agréable au regard, ça va être beaucoup plus efficace, je vous assure. Je fais juste ça. Je vais vous montrer juste un appel à l'action. J'ai mis un petit bouton, donc venez voir plus, c'est qu'il y a dedans. Donc peut-être, imaginez comme ça serait beau, cette même paysage, ce même paysage sans la brume. Donc là, vous voyez, il y a la brume qui tombe, il y a une autre photo qui apparaît. Moi, j'aime bien. Et donc là, j'ai mis ce petit détail ici. Pour, par exemple, si on veut faire une ligne du temps, donc, on fait les petits boutons qui nous appellent à l'action. Vous pouvez mettre des petits détails sur chaque chose. Et comme je vous ai dit, le plus difficile pour moi, que j'ai trouvé, c'est de trouver un bon emplacement pour les filles. Donc là, j'ai pris ces petits rectangles transparents et je le mis là. Comme ça va nous donner un peu plus de, de possibilités de diminuer le contraste et on a l'eau et l'eau qui va ressortir. Là, vous voyez, on le voit moins. Ici, on voit, on met directement derrière une petite tranche de transparence.
ça va faire ressortir et on continue à voir la photo qui est derrière et ça fait très moderne et ça fait très joli. Donc là, c'est la résolution ce que j'avais fait de l'exercice. Comme je vous ai dit, il y a le hello qui suit la ligne. On n'a pas besoin de garder tout dans les lignes droites. On peut innover un peu, on peut faire un peu fan. Et là, j'ai mis la petite loupe en noir. Donc là, des petites touches. Donc, équilibre de couleurs, ajouter un peu de transparence, ajouter des ombrages derrière les polices. Ça va vous faire ressortir vos polices. Donc, j'ai divisé entre la création, les évaluations et le plus. Ce qu'on va parler le plus, c'est plutôt de la création. Pour la création, je voulais vous parler de Genially, de Padlet et de Canva. Si on a un petit peu de temps, je vais vous parler aussi de Sway, qui c'est un outil de Microsoft. Et je ne sais pas si vous utilisez Microsoft ou Google. Pour Microsoft, il y a Sway, mais il n'y a pas quelque chose qui fait production, création au niveau de Sway sur Google pour le moment. Genially, je vais le laisser, je vais pas le laisser en dernier parce qu'on utilisera plus de temps pour parler de ça. Et je vais commencer par Canva, être très simple. Je pense que vous connaissez peut-être. C'est un outil de design graphique en ligne. Et juste pour l'info, après, sur ce support-là que vous allez avoir, là, il y a un lien. Si vous cliquez sur Canva, il y aura un lien pour aller directement sur le site de Canva, un lien pour aller sur le site de Padlet et tout. Et donc, le Canva, c'est très visuel. C'est gratuit pour la plupart de fonctionnalités. La création sur limitée, c'est très, très moderne. Je trouve assez joli. C'est intuitif et le partage, il est facile. La connexion Wi-Fi est obligatoire juste pour faire les supports, mais après, pour le partager, vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur. Si vous travaillez juste une image avec du texte et tout, vous pouvez insérer cette image sur d'autres supports. Canva aussi, ils ont un dialogue avec un site d'image qui je vous ai laissé aussi le lien, c'est Pixabay. Pixabay, c'est des photos. J'ai vu un peu sur les derniers messages du chat à propos de chercher des images de libre droit. Le site de Pixabay, c'est un site gratuit, des images de libre droit. Il y a une partie payante, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images gratuites, très belles. Et donc, je laissais aussi le lien pour que vous puissiez le regarder. Et donc, la Canva, et c'est que je regarde mes petits boutons utiles. Donc là, vous voyez, nous sommes sur la partie utiles. J'ai mis un petit bouton utile. On revient aux outils de création. Donc, on a vu Canva. Je vous montre rapidement. Là. Je voulais vous montrer là, ici. Donc ici, juste pour vous donner un petit aperçu de comment c'est la tête de Canva. Donc ici, là, l'espace design, vous pouvez faire des logos, flyers, faire des présentations de graphiques, montage photo. Il y a plein de choses. Il y a plein de modèles. Les modèles sont super jolis. Vous pouvez venir prendre un modèle et le réutiliser. Donc, vous avez des modèles de cartes. Vous pouvez personnaliser le modèle. À partir du moment où vous regardez, vous voyez une image qui vous plaise, vous pouvez le retravailler, donc vous personnaliser.
Vous allez jouer avec le texte, jouer avec l'image, jouer, ajouter des choses, enlever des choses. C'est assez intuitif. Je vous invite à ne pas paniquer quand vous voyez ces drôles-là. Je vous invite à ne pas paniquer, comme si on pouvait contrôler ça. Mais quand vous voyez un outil, ah, je ne sais pas utiliser, je ne sais pas le faire, c'est trop compliqué. Prenez un peu de temps pour rechercher et c'est qui a sur chaque bouton, verrouiller la page, dupliquer la page, qu'est-ce que je peux faire si je clique ici? C'est l'assistant Canva, ça peut être intéressant. Donc, je vous invite à découvrir les outils en s'appropriant des outils, en faisant des essais. C'est gratuit, vous n'avez rien à perdre. C'est intéressant, vous allez voir que vous allez arriver à produire beaucoup de choses. Donc là, c'était pour Canva, juste un petit aperçu. Padlet. Padlet, moi, je trouve très intéressant. Je l'utilise et j'ai des participants qui trouvent ça très utile. C'est création de tableaux pour organiser, présenter du contenu sous forme de murs, listes, cartes, chronologie, plus. Et, donc, Padlet, il est gratuit. Je vais vous montrer, donner un exemple. Il est gratuit, mais les créations sont limitées. C'est ça le point négatif. Et je trouve que c'est, je comprends, mais c'est payant au-delà des 3 créations. Mais on peut faire 3 créations. Et c'est juste l'espace pour les stocker. Parce que si on efface une création, on a de la place pour faire la troisième. Donc, si vous utilisez une fois et ça ne va plus vous en servir, vous pouvez la supprimer, y créer une autre, y créer une autre. Et vous pouvez aussi, parce que c'est un outil que j'aime bien, qu'il peut être interactif instantanément. C'est ça que j'ai mis là. Interactivité instantanée avec les participants. Par exemple, on a un support de Canva et on a paramétré d'une façon que les apprenants peuvent venir et ajouter de l'information sur les Canva. Donc, on voit en live, on est sur notre ordi, les apprenants sont sur leur ordi, ils ajoutent du texte, ça va être mis à jour automatiquement sur mon écran et on peut faire quelque chose de très dynamique. Et on peut l'enregistrer gratuitement sur format PDF, sur format image, je pense que c'est JPEG. Mais toujours, il faut se souvenir qu'une fois qu'on enregistre sur ce genre de format, il n'est pas mis à jour. Parce que Padlet aussi, c'est un outil en ligne qui est enregistré en ligne, donc sur les serveurs de Padlet. Et du coup, si on enregistre, on capture la photo du moment. On ne va pas voir les mises à jour qu'on pourra faire après. Je vais vous montrer un peu la tête de Padlet. Et c'est un Padlet que j'ai fait il y a quelques temps. Donc là, j'ai fait Padlet sur, comment elle s'appelle ça? Self. Et si on va créer un Padlet, mur. Donc, on peut avoir les murs avec session. Donc, on peut choisir le format. Toile. Vous voyez, il y a des liens qui lient une photo, un texte à une autre. Chronologie, on peut faire une ligne du temps. On peut faire un storyboard. On peut travailler à la verticale sur le liste. Et mur, carte, on peut avoir aussi la carte du monde et ajouter des informations précises sur chaque endroit. Vous voyez, on peut faire même des animations pour connaître un peu plus nos apprenants. Vous imaginez, vous faites une carte comme ça, vous le paramétrez en partage avec tout le monde. Vous pouvez le partager, soit vous donnez le lien, soit vous ajoutez comme collaborateur. Et les personnes, racontez-nous un endroit où vous avez déjà visité, où vous êtes déjà allé ou que vous aimeriez aller.
juste pour le faire, on peut parler une activité de début de semestre. Et les gens, ils peuvent venir, ajouter une photo, ah, je suis déjà sur cet endroit et tout, ou sur une ville. On peut faire plusieurs types de cartes. Et après, les formats avancés. Et si on je vais vous montrer vite fait, créer un Padlet, je vais faire juste le mur, la première chose qui nous montre. Il nous montre déjà c'est ça l'image qu'il montre, mon redoutable Padlet. Ils mettent toujours des noms un peu farfelus comme ça. Et ici, on a les façons de partager, ajouter des membres. Pour l'instant, la confidentialité, il est secret, donc on peut le partager si on décide de le faire. Et les visiteurs, ils peuvent écrire. Si je vous envoie le lien de ce Padlet, vous pouvez ajouter des choses. Et vous pouvez le partager en lien. Vous pouvez... Ah, ça c'est sympa aussi. Ça c'est une très bonne chose de Padlet. Imaginons que vous êtes en train de... Vous faites une présentation. Et vous voulez que vos élèves ils participent à ces Padlets. Vous pouvez obtenir un QR code. Donc là, si vous venez avec votre téléphone, vous scannez là, vous allez avoir accès à mon Padlet là tout de suite. On peut le télécharger. On peut, vous voyez, si vous avez, c'est ça qu'une participante a dit, qu'elle a téléchargé cette image du QR code, elle a collé à la porte des cours pour vous dire, là, scannez, vous rentrez avec votre téléphone pour faire un peu dynamique. C'est avec les jeunes qui sont toujours avec le téléphone, les jeunes, les moins jeunes comme nous, ont toujours leur téléphone et les scannent, ils peuvent déjà soit faire un test, participer à un quiz, juste à partir d'un code QR code. Parce que sur le Padlet, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Donc là, vous avez la base, après vous pouvez changer la couleur du fond et tout c'est les paramétrages. Donc si vous voyez ici avec le petit bouton, vous venez, vous pouvez ajouter un fichier. Donc vous pouvez ajouter un PDF, vous pouvez ajouter des images, des liens. Donc imaginons que vous avez un cours, que vous avez une bibliographie en PDF, vous pouvez tout ajouter ici sur le Padlet, tout organisé. Donc ça fait bien, très bien même, un outil d'organisation de contenu, parce que vous pouvez ajouter là des liens, des sites que vous voulez qui peuvent, de suggestions de recherche. Vous pouvez ajouter des images, donc vous pouvez même chercher des images. Par exemple, ici, j'ai demandé à chercher une image. Si je peux chercher des GIFs, des choses YouTube ou sur le web, donc je vais donc là, elle me propose plein de photos, je choisis la première. Donc elle se charge là. Je peux taper un texte, je vais juste dire hello et je vais le publier. Donc il apparaît là. Et après, on peut ajouter d'autres choses en bas, sur le côté. Donc c'est très varié. Padlet, ça se veut aussi beaucoup comme un endroit d'organisation de vos supports. Et le fait qu'il soit interactif en live comme ça, j'adore, je pense que c'est très utile. Mais par contre, il nous faut une connexion Wi-Fi ou 4G pour accéder et pour jouer avec. Donc, pour quelques personnes, ça peut être limitant. À vous de connaître et de savoir, de connaître votre public. Et voilà, donc vous pouvez ajouter plein de types de supports à l'intérieur du Padlet. Je vais vous parler Geniali. Le Geniali, il crée, et c'est un outil de création qui peut créer des slides. C'est ça que je suis en train de vous montrer aujourd'hui. C'est une présentation diaporama de slides. On peut créer aussi des microsites, c'est ce qu'ils appellent microsites, c'est quand il n'y a pas les fléchettes sur le côté, il n'y a que des boutons. Donc, c'est vous qui guidez complètement
par où il se balade à l'intérieur de votre support. Et ils appellent ça microsite. Vidéo aussi, on peut faire une présentation vidéo, on fait les tempos de chaque diapo, ou on peut ajouter, bon, il y a plein de possibilités. On fait des quiz et des escape games aussi sur Geniali. Et quand je parle de quiz, je vais parler déjà d'un point négatif, c'est qu'on ne peut pas vérifier les notes. Par exemple, si les personnes, elles ont, c'est plutôt des auto-tests. Si les gens ils ont cliqué 3 fois dans la réponse, dans la mauvaise réponse, ils ont toujours une option de repasser la question pour avoir la bonne réponse et arriver à la fin de l'exercice. Et il y a un côté positif à ça parce qu'on ne veut pas tout le temps noter, le but c'est plutôt d'apprendre qu'à à taper sur les doigts des gens qu'ils n'ont pas appris. Mais ça peut être quelque chose de négatif et c'est pour ça que je vous propose aussi d'autres supports pour vérifier les notes. Donc, et aussi, ce que je disais tout à l'heure, si on veut enregistrer sur l'ordinateur, les PDF, HTML, c'est payant. Mais sinon, c'est gratuit pour la plupart des fonctionnalités. Les numéros de création illimités, plusieurs modèles d'inspiration aussi très sympas qu'on prend. Vous avez vu pour Canva, Canva c'est une image, vous modifiez. Pour Geniali, c'est carrément une présentation. Donc plusieurs slides, il y a plusieurs thèmes, on peut utiliser, réutiliser, et ça devient les nôtres. Il est très intuitif et le partage il est facile. On peut le partager. Je vous montre. Là, ça c'est mon panel Geniali. Donc là, j'ai plein de supports que j'ai créés ou que j'ai créés avec des apprenants parce qu'on peut faire du travail en collaboration. Donc là, vous voyez ici, quand il y a les deux petits bonhommes ici, c'est un Geniali partagé que j'ai avec d'autres personnes. Là, pour créer un dossier, c'est payant, c'est pour ça que vous n'allez pas avoir la même chose que moi au départ. Mais tu vois ici sur les inspirations, l'inspiration dans la communauté Geniali, vous avez plein de choses à explorer. Si vous venez ici tout en haut, et vous enlevez le premium, vous laissez que le gratuit, donc vous allez avoir voir tout. Il y a une infinité, hein, et ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses gratuites. Et une fois que vous prenez vous voyez un support comme ça, vous pouvez vous inspirer. Et il y a quelques-uns, mais pas tout est réutilisable. Réutilisable, c'est avec la petite fléchette là. Donc, je ne vais pas prendre le quiz K-pop. Joint active les organes. Donc, réutilisable. Vous venez. Là, ça a été fait par l'équipe Geniali. Il y a d'autres formateurs, professeurs dans le monde qui utilisent, ils le mettent en réutilisable. Et ça, après, c'est votre choix. Si vous voulez créer un support et le laisser en réutilisable, d'autres personnes pourront l'utiliser. Mais sinon, par défaut, il n'est pas réutilisable. Et là, vous voyez, donc, si je clique sur utiliser ce modèle, il est libre de droit. Donc, vous n'avez pas à payer, vous pouvez les réutiliser sur vos cours. Donc là, les organes, on va faire la visualisation. On va glisser les organes. Donc, on a des jeux, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur le Geniali. Et là, ça devient le mien. Donc, si je reviens à la page d'accueil, à mon tableau de bord, vous allez voir, il va s'installer dans mon dernier Geniali utilisé. Donc, c'est à moi. Je n'ai rien payé pour ça. Il était dans les gratuits, dans les réutilisables, et vous pouvez l'utiliser comme vos supports. Et vous pouvez chercher aussi par thème les inspirations de Geniali.
OK. Là, je reviens sur les outils et les évaluations. Les évaluations, je n'ai pour la création, j'ai un peu de temps à la fin, je vais vous parler de Sway, je doute. Sway, c'est un outil de Microsoft. Pour vous qui êtes dans un organisme qui a la suite Microsoft 365, c'est inclus. Et je vous conseille de le tester. Vous prenez un document Word, vous l'ajoutez sur Sway, il sort quelque chose de visuel. Si j'ai 2 minutes, je le fais, je vous fais la démonstration à la fin. Bon, passons aux évaluations. Je n'ai pris que 2 formats, et 2 formats très différents, même si c'est 2 choses. Bon, Kahoot, peut-être vous connaissez Kahoot. Kahoot, c'est un. Je vais expliquer mieux que moi. Kahoot est une application en ligne permettant de générer des sondages et des quiz interactifs. Il est très, très dynamique, ludique. C'est amusant. Bon, c'est sans inscription pour les apprenants. Donc, si vous faites un Kahoot, vous êtes prof, vous faites le Kahoot, vous le partagez avec les apprenants. Eux, ils n'ont pas besoin de s'inscrire sur le site pour jouer au jeu. Et il est gratuit. Il est gratuit pour le formateur, mais par contre, ça a changé. Hein. Ils avaient beaucoup plus de choses gratuites, mais seulement pour 2 types de questions, les quiz ou vrai ou faux. Et sinon, ils ont beaucoup d'autres types de questions, mais c'est pour les options payantes. Mais c'est très dynamique, on peut faire beaucoup de choses, on peut réutiliser les jeux. Je vais vous montrer le Kahoot. Bon, là, on a un petit Kahoot. Moi, je trouve que leur page, elle est trop chargée, il y a trop de choses. Elle n'est pas très user-friendly, il n'y a pas beaucoup de réfléchi dans ça. Là, j'ai fait juste un Kahoot, un petit test pour vous montrer. Et ça, c'est la version gratuite. Donc là, vous pouvez avoir quelque chose pareil. Donc là, je vais juste dire commencer. Et on a le petit jeu. Et moi, j'ai décidé, donc on prépare à l'agence de la partie. Il crée un code PIN. Il y a le code PIN et il y a un QR code secret pour chaque jeu. Et là, il y a en attente de joueurs. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre mon téléphone ici, je vais scanner le code parce que c'est comme ça qu'on va jouer. Donc, on demande aux apprenants de scanner le code. Ah, regardez, il y a Vanessa, Anat, lui, qui aide tout le monde qui est déjà là. On peut voir si je vais prendre de la place. Ouais, ça y est, là, je suis dedans aussi. C'est très bien, j'adore que vous participez. Et là, je pense qu'on peut jouer pour la version gratuite jusqu'à 10, que 10 pour les versions gratuites. Donc, on a déjà 1, 2, 3. Bientôt, il va nous bloquer, il va dire qu'on ne peut plus. Ou pas. 1, 2. Nombre maximal de joueurs atteint. Et changer d'abonnement. On ne va pas changer d'abonnement. Je vais juste démarrer le jeu. Okay? Et vous allez voir comme c'est sympa. Donc, vous allez garder votre téléphone en main. Donc, là, il y a le jeu. 3, 2, 1. Et la question 1. En été, il faut boire beaucoup d'eau. Donc là, vous avez sur l'écran les réponses avec les couleurs. Et sur leur téléphone, il y a juste les couleurs. Donc, on va taper sur la couleur pour avancer. Donc, il y a un petit timer. Donc,
J'ai failli mettre 20 aussi. Je vois que deux personnes. J'ai marqué comme mauvaise réponse le 20. Mais donc, Julie est en tête de course. Donc, on passe à la question. Super. Vrai ou faux? Il faut mieux s'en occuper de notre famille. Donc là, j'ai ajouté une petite photo. Une petite photo. Donc là, on voit à côté le temps que les gens il y a un timer pour voir combien de temps les personnes ont pris. On a un temps limite. Et quand tout le monde a déjà répondu, ça bloque. Et là, c'est moi, l'organisatrice. Vous ne pouvez pas bouger. D'avancer en haut à droite ici sur suivant. Donc là, pour l'instant, là, Aurore a passé en tête de course. Et là, on va à la dernière question. Est-ce qu'un bébé panda, c'est mignon? Moi, j'ai ajouté une petite vidéo. Donc là, ça c'était juste pour rigoler, mais donc, enfin, vous pouvez ajouter même sur la version gratuite, vous pouvez ajouter. Ah, il y a quelqu'un qui n'aime pas du tout le panda. Donc, vous pouvez ajouter des informations, des photos, des images, des vidéos. À partir de YouTube, il y a un lien juste pour coller. Vous pouvez chercher même à l'intérieur de Kahoot. Vous pouvez chercher les vidéos. Et là, il va nous montrer le podium. C'est ça qui est sympa. Donc, Dédé en troisième place, Aurore en deuxième place. La première place, c'est à Julie. Bravo, Julie. Donc là, vous voyez, donc, les finalistes, c'est 4, 10, Agathe. Et ça, c'est rigolo. Vous voyez, tout de suite, ça donne envie de jouer. Et on peut faire des questions dites sérieuses. Et là, après, vous pouvez le rejouer, vous pouvez voir le, le résumé. Et on peut demander l'avis des gens. Je ne vais pas le faire là tout de suite. Mais vous voyez, donc là, c'est Kahoot. Ça, c'est un jeu que moi, j'ai fait. Il y a plein de jeux qui sont faits par Kahoot, par d'autres personnes qui ont partagé leurs jeux avec la communauté Kahoot. Mais il y a des trucs payants aussi pour élaborer un jeu. Vous avez vu les deux options, soit le vrai ou faux, soit le quiz avec les quatre options. Mais c'est très sympa. Moi, j'aime bien Kahoot. Ils font beaucoup le visuel à notre place, donc on n'a pas à s'inquiéter de ça. Et Google Forms et Microsoft Forms de Microsoft, j'ai mis les deux ensemble, même si c'est deux choses Google, Microsoft, des ennemis jurés. Et ils sont assez similaires parce qu'ils sont des outils de sondage et test, parce qu'on peut faire sondage, genre la fête de fin d'année, est-ce que vous préférez, c'est pas, un voyage fin d'année à la plage ou à la montagne? Il n'y a pas de bonne réponse, c'est juste pour faire un sondage avec les participants. Sinon, on peut vraiment le tester, on peut récolter les réponses, on peut faire des analyses. Et pour tous les deux, il y a plusieurs types de questions disponibles, des sondages, récolter les analyses. Et le partage, il est facile aussi. Il y a plusieurs réglages possibles. Je vais vous montrer Google Forms. Là, Forms, j'ai mis un petit questionnaire pour l'aperçu. Donc, on peut le partager aussi. On peut le partager aussi avec un QR code. Donc, les personnes peuvent. Et là, j'ai mis que tout le monde peut répondre. Si quelqu'un veut scanner, je vous laisse scanner 2 secondes avant que je continue à montrer. C'est facile. On a plusieurs types de questions qu'on peut ajouter.
Donc là, j'ai mis juste des questions, deux options, des questions qui en a, on peut ajouter des étoiles pour dire de très mauvais à très bien. À l'intérieur de Forms, soit Google Forms, soit Forms de Microsoft. Là, à l'occasion, c'est Forms de Microsoft. On peut ajouter des vidéos, des photos. Euh, si, donc là c'est ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut répondre. Et donc, du coup, on ne peut pas demander de documents. Si vous êtes dans un organisme qui tout le monde est inscrit, qui tout le monde a Microsoft 365, on peut demander des gens de, par exemple, faites un exposé, un texte sur Word et renvoyer avec le questionnaire Forms, c'est possible aussi. Mais là, comme vous n'êtes pas inscrit, le serveur n'accepte pas. Donc ici, c'est juste question, question. Donc il y a plusieurs types de questions. On peut mettre dans l'ordre. Il y a plein d'options et là, on peut récolter les réponses. Là, vous voyez tout en haut, là, la réponse. Donc il y a quelqu'un de nouveau qui a répondu. Là, 13 réponses, vous êtes en train de répondre. Et on peut ouvrir dans l'Excel les notes, on peut examiner les réponses. Vous avez des graphiques euh, pour chaque question. Il y a des analyses. Euh, je reviens à mon tableau de bord, celui-là. Donc, on peut ajouter un minuteur pour le. Non, mais je voulais voir, mais bon, voilà. Donc, vous avez la version ordinateur, vous avez la version comment ça va apparaître sur les appareils mobiles. Donc, il y a un bon expérience usage des utilisateurs parce qu'on peut, c'est prévu pour être utilisé dans deux supports. OK? Donc, vous pouvez publier les notes et vous avez tout. Vous avez beaucoup de choses pour être notées. Vous pouvez répondre en anonyme, mais sur les paramétrages aussi, vous avez bien entendu la possibilité de, de demander, qui, regardez, les membres de l'organisation. Vous pouvez ajouter la fin, si vous voulez, vous avez un test, que vous voulez que les personnes répondent jusqu'à vendredi soir. Donc, vous avez la date du début, date de fin. Et, donc, c'est très, très complet, mais il y a beaucoup, beaucoup de paramétrage. Et une fois que vous paramétrez tout, c'est très bien. C'est très bien. Vous pouvez dire aux gens qu'ils peuvent répondre qu'une fois, vous récoltez les adresses mail. Les personnes, elles peuvent recevoir les bonnes réponses ou pas par mail. C'est une des paramétrages aussi, que vous avez la possibilité de renvoyer les bonnes réponses ou sinon renvoyer les bonnes réponses qui après tout le monde est fini de répondre au questionnaire. Donc c'est assez sympa. Et là, c'est le Google Forms. Là, je suis dans le paramétrage. Donc, questionnaire Google Forms, on ajoute aussi des vidéos. Ici, c'est une vidéo. Des vidéos, des photos. Et on voit, on peut faire après l'analyse des réponses aussi. Donc, ils sont sur ce coup-là. Si vous êtes Microsoft, si vous êtes Google, c'est assez similaire. Le paramétrage, comme je vous ai dit, on peut publier les notes, on peut récolter les mails et tout. Voilà, je reviens. Donc, mes connexions Wi-Fi, besoin de souscription au plan pour quelques fonctionnalités, il y a un petit peu ici. Mais ça fait beaucoup plus sérieux, ça fait moins jeu, donc c'est pas quelque chose
Vous pouvez utiliser bien sûr ça pendant une formation, mais Kahoot, dans l'autre sens, pour envoyer à la maison, les gens ne vont pas jouer tout seuls à la maison. Donc, c'est plutôt en salle pendant une formation, on fait l'animation avec Kahoot. Je vais vous montrer rapidement les plus et je vais vous laisser quelques minutes pour les questions-réponses, s'il y en a. Donc, et là, vous allez avoir le lien sur chacun de ces photos, de ces noms. Ah, j'ai pas ajouté ici, mais je vais ajouter pour quand je vais envoyer le support, je vais vous ajouter quelque chose d'autre. Donc, Pixabay, site de photos libre de droit, gratuit pour la plupart du site, quelques options payantes. Bitmoji, euh, vous pouvez construire un personnage. Là, c'est mon personnage que j'ai construit sur Bitmoji. Et vous pouvez récupérer beaucoup de situations du Bitmoji. Je vais vous montrer ça tout de suite, Pixabay et Bitmoji. Donc, Pixabay, il est là. Donc, vous avez ici, vous tapez le type d'école. Donc là, vous avez plein de photos. Regardez, là, ces images sponsorisées qui sont payantes. Et vous avez en bas, images libres de droit. Donc, vous avez plein d'images. Voilà, vous cliquez sur l'image. Vous venez ici, vous la téléchargez. Vous pouvez l'enregistrer à votre collection pour le retrouver plus tard. Vous n'avez pas besoin de tout télécharger tout de suite. Vous pouvez liker, dites qui vous avez aimé. Vous pouvez même faire un don au photographe. Là, donc, Pixabay, Bitmoji. Bitmoji, vous avez... est-ce qu'il va me faire? Non. Donc là, vous pouvez gérer votre compte. Vous pouvez modifier votre Bitmoji. Donc, vous avez tous les cheveux, la tête, le vêtement et tout que vous pouvez adapter au personnage, pas forcément à vous, mais vous pouvez ajouter Ah, là, elle ne va pas montrer. Ah oui, voilà. Donc là, vous avez des stickers. Par exemple, si vous avez créé un personnage, pas forcément vous, venez ici, vous avez bonne réponse, vous voulez ajouter un petit sticker, oui. Donc, vous cliquez là. Vous pouvez copier dans le presse-papier et le coller directement, ou sinon, vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur et l'utiliser comme vous voulez. Ce que moi, je fais sur Geniali, j'ai pris plein des Bitmoji travail. J'ai le copié, je le collé directement sur une page Geniali. Et au fur et à mesure que j'en ai besoin, je copie, je colle ailleurs. Donc, je n'ai pas à revenir ici sur Bitmoji, faire la recherche. Je fais une seule fois toute la recherche, j'ai copié, j'ai collé et je le multiplie après. Je vais vous parler rapidement de Learning Apps. Non, d'abord Remove Background, c'est le site d'édition en ligne pour éliminer l'arrière-plan de photos. Et il est gratuit pour les images en basse résolution. Donc, regardez, ces lions très bien s'en fout. Je le fais sur Remove Background et il est gratuit, mais pour les images en basse résolution. On n'a pas tout le temps besoin de l'image à notre résolution. Donc là, je viens ici. Je peux prendre une image à moi. Donc l'original, elle était comme ça. On élimine l'arrière-plan. On peut ajouter un dessin. On peut, il y en a quoi? On peut le télécharger, modifier. Si je veux Noël, Paris, il y a Paris. Là, et après,
je peux le télécharger comme ça. Et là, ça sera la taille. Donc, vous voyez, il est à 100% là. Donc, c'est une petite taille, mais pour utiliser sur sur des supports, c'est très bien. Ça va et c'est ça que j'ai utilisé pour le lion. Et si vous voulez des grandes tailles, blablabla, donc là, c'est payant, mais sinon pour ça, et, euh, et c'est bien parce que parfois, il y a même des logos qui en font blanc et tout, on vient sur Remove Background et c'est utile. Learning Apps. Learning Apps, c'est un outil très complexe. Ouais, j'ai cliqué déjà, c'est pas ce que je voulais. Learning Apps, c'est un site gratuit proposant une infinité de quiz sur thèmes et formats variés. Vous pouvez modifier des tests déjà existants et faire de nouveaux quiz à partir de zéro. Donc, sur Learning Apps, vous pouvez découvrir des applis, donc découvrir les quiz qui sont déjà faits. Il y a une infinité sur tous les thèmes. Par exemple, associé minuscule, vous cherchez le thème que vous voulez, vous préparez une petite consigne. La consigne, elle est déjà là, généralement. Donc, on va faire le majuscule, minuscule. Là. Bon, et à la fin, vous avez les notes. Si vous trouvez un jeu, un quiz intéressant, il y en a pas mal, je vous recommande d'aller chercher. Vous venez ici en bas après. Il y a le petit lien qui vous pouvez le copier et le partager comme à l'intérieur de vos supports sur un Padlet, sur un Geniali, sur un chat, comme vous voulez. Vous pouvez aussi créer, juste cliquer le QR code et partager le QR code en formation synchrone. Et, euh, et voilà, vous l'enregistrez. Là, c'est enregistré dans mes applis. Venez ici. Vous pouvez créer à partir de zéro aussi vos applis. Vous pouvez modifier, par exemple, là, si j'ai les matières scolaires, vocabulaire. Donc, si je veux ajouter, j'imagine, je associe les images au son. Si vous si vous voulez ajouter des choses ou enlever les choses, vous voulez créer un appli similaire, vous pouvez le réutiliser et vous partager très facilement. Et je vais utiliser 2 minutes, mais un truc que je trouve super sympa, qui n'était pas sur le, sur le support, mais je vais l'ajouter après, c'est TTS Free. C'est la création de voix. Si vous ne voulez pas parler pendant vos supports, vous pouvez ajouter le texte ici jusqu'à 500 caractères. Vous choisissez la voix de la personne qui vous voulez. Là, je vais mettre Denise, convertir. Et là, Denise va parler. Bonjour et bienvenue à notre formation sur la dynamisation des supports de formation. Okay. Donc là, vous avez cette page, elle est gratuite. Vous voyez, il y a plein de pubs de partout. Vous tapez le texte et vous pouvez insérer ça à l'intérieur de vos supports si vous ne voulez pas parler. Sur Geniali, vous pouvez enregistrer votre propre voix pour donner des consignes et pour tout. Donc, ce seuil-là, c'est un seuil que j'ai préparé en fait pour expliquer. Ouais. Donc là, vous voyez, c'est une page Internet. On peut ajouter des photos sur plusieurs formats, puis de photos, faire des diaporamas, faire des comparaisons entre deux photos. Vous voyez, vous mettez la photo et vous pouvez faire glisser sur la photo, mais ajouter des vidéos, des liens. Vous pouvez ajouter, comme c'est tout dans la famille Microsoft, vous ajoutez des quiz à l'intérieur du seuil et c'est super sympa. Vous pouvez ajouter, regardez, donc là, on a un questionnaire de Microsoft Forms qui je viens d'ajouter ici. Donc, on peut répondre ici, ça va être envoyé après à l'organisateur. Ici, c'est juste un visuel, il n'accepte pas le Geniali à l'intérieur du seuil.
mais ici, on clique pour accéder au Geniali et on peut insérer, vu qu'ils sont de la même famille, un PowerPoint à l'intérieur du Sway. Et ce que je voulais vous montrer, là, comment c'est facile. Après, il y a beaucoup de choses à, à réorganiser une fois qu'on est à l'intérieur du Sway. Donc là, c'est mon Office 365. S'il est bien gentil, il veut m'ouvrir. Donc là, SharePoint, là, c'est Sway. Mon Sway. Et je vais créer un Sway à partir d'un document. Et que je vous laisse là. Et je vais prendre ici juste un texte basique de Word, sans photo, sans rien. Et lui, il va créer une présentation. C'est un texte à propos du peintre Modigliani. Donc là, il y a le texte qui est créé et on va venir le modifier. On va ajouter des photos. Là, il va me faire déjà des suggestions qu'on peut prendre à partir de notre ordinateur ou sur le Drive. Là, il va nous proposer direct, il va lire notre texte, il va nous proposer des images qui ont à voir avec le module Gani. Donc là, je vais ajouter. Après, ici, je peux ajouter, je peux séparer le texte en paragraphes et ça se fait très facilement. Et après, on peut changer le fond, on peut faire toute la conception et je vous conseille, je peux changer le style. Donc là, vous avez il y en a plein, il y a plein de choses à faire avec, avec Sway. Et ça fait un truc déjà plus pro qui a un petit. Si Sway s'interface avec Storyline, j'ai vu une question. J'ai pas compris si s'interface avec Storyline, on parlait d'ici. On peut, donc là, on va présenter un petit plus. Si on fait le texte, on peut, si on veut le découper, on découpe le texte, on le sépare comme ça. Et après, on va voir la lecture, il va être séparé, les petits paragraphes. Et on peut ajouter des choses au besoin.